Bonjour, alors nous voilà partis pour une nouvelle vidéo, un nouveau cours. Alors un cours un peu particulier qui fera partie des quelques vidéos hors série. En effet, c'est un cours qui ne fait pas partie des chapitres habituels. C'est un cours qui me tient un petit peu à cœur particulièrement parce que je vais aborder des sujets qui m'ont beaucoup intéressé pendant pas mal d'années. Alors je vais essayer de les définir, c'est peut-être pas si facile que ça. Je vais parler d'un enchaînement de sixtes qui me tient à cœur. Alors, quand je dis enchaînement de sixtes, je veux parler aussi bien d'intervalles de sixtes consécutifs, des sixtes qui se suivent, et en même temps d'accords de sixtes. Alors, c'est bien vague, mais j'aurai l'occasion de m'en expliquer longuement. Cet enchaînement m'intéresse particulièrement. Il va être intrinsèquement lié à lui. On va y trouver le chromatisme, qui est aussi un sujet qui m'intéressera beaucoup et que je vais développer. Alors tout d'abord cet enchaînement sans chromatisme, puis avec le chromatisme, et des développements qui viendront du début du système tonal depuis l'œuvre de Monteverdi, puisque j'ai souvent fixé ces deux bornes à mon propos. Je définis, enfin ce n'est pas moi, je crois que c'est une évidence, le système tonal comme débutant, peut-on dire, au début du XVIIe siècle avec Monteverdi. Attention, je sais bien que certains éléments sont déjà pré-tonal. Je précise ici, à propos du pluriel de l'adjectif tonal, on dit tonal et non tonaux. Hein. Donc, par exemple, prenons des exemples, je cite aussi volontiers ces deux auteurs ces deux compositeurs qui sont des compositeurs immenses, à savoir Palestrina et Josquin-des-Prés, des auteurs, donc des compositeurs du XVIe siècle. Et certes, par exemple, prenons Josquin-des-Prés, certes, Josquin-des-Prés n'est pas un compositeur tonal, il y a beaucoup d'éléments qui ne le sont pas à proprement parler, je veux dire par là qu'ils sont encore très empreints de l'ancienne modalité, et de l'ancienne modalité grégorienne d'ailleurs, mais il y a des éléments, notamment dans les sections cadentielles, qui sont déjà des éléments très tonals, où on trouve déjà des choses qui sont des cadences parfaites, évidemment que lui ne nommait pas du tout cadence parfaite, bien sûr, qui d'ailleurs est un terme assez récent. Hein. Voilà, c'est ce type d'enchaînement, on le trouve chez Palestrina également. Mais le vrai tonal, pourrait-on dire, commence au début du XVIIe siècle, et j'en profite pour le dire tout de suite, bien que je le développerai après, j'ai coutume de dire qu'il y a un premier tonal. Alors, je suis un peu en contradiction avec mon propos, puisque je dis souvent que la musique tonale est extrêmement cohérente et que c'est un petit peu la même de Monteverdi à Wagner, avec une évolution des styles, certes, mais une écriture qui est toujours identique à elle-même, finalement. Alors, aujourd'hui, justement, j'apporte une petite précision et j'émets une petite réserve sur cette idée, c'est que je considère quand même qu'il y a un peu un premier tonal chez Monteverdi. J'emploie ce terme premier tonal, on m'excusera, parce que je pense que chez Monteverdi c'est déjà bien tonal, mais ça n'est quand même pas le tonal de Jean-Sébastien Bach. Donc il y a quand même une petite différence, et j'expliquerai pourquoi. Je commencerai d'ailleurs sur ce tableau, est écrit un petit extrait de Monteverdi dont je vais parler dans quelques minutes. Donc je continue à définir le contenu de mon propos. Donc un fameux enchaînement, je le révélerai tout à l'heure, d'accords de sixte, qui lui-même va contenir en lui-même les germes du chromatisme, qui lui est intrinsèquement lié. Donc ça c'est très important puisqu'on parlera du chromatisme, puisque finalement dans les études que j'ai proposées jusqu'à maintenant, je n'ai pas tellement proposé, enfin j'ai pas du tout même proposé de chromatisme, par exemple dans les exercices et l'écriture des chorales, il n'y a pas d'élément chromatique. Alors aujourd'hui on va en introduire. Alors donc cette suite de sixtes génère aussi le chromatisme, et va générer dès le début de son existence, c'est-à-dire au milieu du XVIIe siècle, la fameuse sixte augmentée, ce qui quand même n'est pas rien, qui est considéré comme un intervalle déjà entre guillemets très moderne, c'est-à-dire qui serait plutôt postérieur, c'est-à-dire qui serait plutôt de la seconde moitié du XVIIIe, et non, en fait, il est déjà présent justement dans cette suite de sixtes, et on aura l'occasion de citer des auteurs comme Corelli, Pergolèse par exemple, et puis évidemment Mozart et tous les compositeurs plus modernes, y compris Chopin, etc. Et puis, alors je précise aussi très rapidement, tout ça n'est qu'une simple petite présentation, que cet enchaînement de sixtes se situait chez tous ces compositeurs du XVIIIe siècle, parlons plutôt du XVIIIe siècle, dans un contexte mineur.
Voilà, et on va trouver, de manière presque un peu inattendue finalement, parce que c'est un enchaînement très attaché à un certain type de musique que certains appellent baroque. Le terme, je suis très réservé quant à l'emploi de ce terme, parce que le terme baroque a fait fortune en musique. On parle de période baroque et désormais tout le monde parle de musique baroque. Bon, je ne sais pas si elle est si baroque que ça. Enfin, le terme baroque qualifie un certain art pictural et d'architecture, de peinture et de sculpture qui concerne la période qu'on a appelée de la Réforme catholique, celle du Concile de Trente, bon, qui est donc une chose très particulière. Je ne vois pas ce que beaucoup de compositeurs ont à voir avec ça, et je ne sais pas si la musique mérite le qualificatif de baroque. Parenthèse close. On peut l'utiliser à titre pratique, ce terme baroque, puisque de toute façon, désormais, tout le monde l'emploie, et on sait de quoi on parle. Donc, je reviens à ce que je disais, les sixtes en question sont très attachés à ce style, et est employé en général, mais même toujours, pourrait-on dire, presque toujours, dans un contexte mineur. Or, cet enchaînement, de manière un peu inattendue, va tout d'un coup réémerger sous une forme nouvelle au XIXe siècle, chez Schubert, par exemple, dans un des lieds que j'aurai l'occasion de citer, mais un peu ultérieurement, parce que tout ça va nous prendre du temps, dans un lied qui s'appelle Du bist die Ruhe, c'est-à-dire Tu es le repos. Et cette fois-ci, c'est dans un contexte majeur. Et je ne sais pas si l'influence est directe, à mon avis, oui, mais peu importe, ça n'a aucune importance. Mais il y a une filiation entre ce lied de Schubert, Du bist die Ruhe, et certains éléments wagnériens. Et notamment, je citerai le motif du Graal dans Lohengrin de Wagner, dont le motif, qui est très beau, vient directement de là. Alors c'est un petit peu amusant de voir que chez des gens comme Corelli et dans le Lohengrin de Wagner, il y a une filiation. Et je tiens beaucoup à ces considérations, ces notions de filiation dans la musique, parce que bien trop souvent, des étudiants et même des gens d'ailleurs, même des musicologues, hein, je suis désolé de le dire, je dis des choses où on a l'impression que les choses sont séparées les unes des autres et que Wagner aurait écrit par exemple ce motif du Graal indépendamment de tout ce qui l'a précédé. Or, il y a une filiation très directe de Monteverdi en passant donc par ces gens que j'ai cités, Pergolese, Corelli et d'autres très inconnus que je prononcerai à l'italienne comme Pallavicini par exemple ou Cavalli, qui sont des auteurs pas très connus du XVIIe siècle, enfin, encore qu'ils soient désormais aujourd'hui plus connus du fait de l'intérêt pour la musique dite baroque. Et donc, il y a une filiation, alors ça peut paraître très inattendu, mais la filiation est extrêmement présente. Et j'invite tout le monde à cultiver, loin de moi l'idée de dire que je suis le seul, c'est pas du tout ce que je veux dire, hein. Absolument pas. Mais enfin, j'invite tout le monde à établir les liens et à comprendre les filiations, ne pas considérer tel enchaînement en redisant la sempiternelle phrase que j'ai entendue des centaines de fois, il est déjà moderne, des choses comme ça. Les choses sont totalement liées, il n'y a pas de moderne et pas de moderne, de moderne et de pas moderne, pardon. Il y a une filiation et il y a un ancrage dans des traditions. Et puis encore une fois, quand un tel, que ce soit Beethoven, Chopin, Liszt ou Wagner, inaugurerait un type d'écriture, ils n'inaugurent absolument rien. Ils sont en plein dans le fil continu. Hein. Voilà. Bon, ça, c'est une petite réflexion à part que je fais, mais j'en profite toujours un petit peu pour le rappeler. Et j'invite donc encore une fois à cultiver, si j'ose dire, l'art, si c'est un art, de l'analogie, c'est-à-dire ne pas être d'une certaine manière, et sans jeu de mots, ne pas être logique, c'est-à-dire considérer chaque élément séparé les uns des autres, mais analogique, c'est-à-dire qui rassemble les éléments pour en donner une meilleure compréhension, en fait. C'est ça c'est ce point sur lequel je veux insister. Et si j'ai quelque chose à apporter, indépendamment des cours que j'ai pu faire d'écriture proprement dite, c'est un petit peu ce point de vue-là. Voilà, c'est ce qui me tient à cœur. Voilà pour l'exposé que j'espère avoir été assez bref et pas trop long, je veux dire, sur le... Alors, c'est toujours pas très clair ce que j'ai dit, puisque cet enchaînement de six, ça reste encore un mystère, je vais en parler. Alors maintenant, je reviens à une chose que j'ai dite tout à fait au début de ce petit exposé. J'ai parlé de premier tonal,
c'est un terme un peu excessif. Je ne pense pas qu'il y ait un premier tonal et un second tonal, mais il y a quand même une petite différence entre l'écriture de Monteverdi et les gens qui suivront dans la seconde moitié et la fin du XVIIe siècle. Je ne vais pas faire aujourd'hui de cours sur Monteverdi, je fais un bref rappel. Il y aura par la suite une vidéo qui lui soit consacrée dans le 4e chapitre ou 5e, peu importe, enfin dans le chapitre qui va aborder les choses de manière plus historique. Donc j'aurai l'occasion de consacrer une vidéo et une unité, dirons-nous, pour reprendre le terme que désormais j'emploie, une unité à Monteverdi, c'est-à-dire avec différentes vidéos qui aborderont des aspects strictement techniques d'écriture musicale, de style, mais aussi d'histoire. Je resituerai évidemment Monteverdi dans son époque. Alors très brièvement ici, je resitue Monteverdi. Monteverdi, il y a deux pans de son œuvre, évidemment, tout est totalement lié. Il y a un aspect qui m'intéresse plus que l'autre, je l'avoue. Alors certains seront peut-être plus attirés par l'opéra chez Monteverdi et d'autres vers le madrigal. Personnellement, c'est le madrigal qui m'intéresse. Alors l'opéra est très beau, hein. J'invite tout le monde à bien connaître l'Orfeo par exemple. Hein. L'Orfeo est une chose absolument merveilleuse. Mais enfin, bon, moi j'ai une petite tendance à prendre en compte plus le madrigal. Alors le madrigal, c'est une longue histoire, j'aurai l'occasion de le développer un petit peu. Le madrigal n'est pas une création du tout de Monteverdi. Il y a eu des grands auteurs de madrigal déjà au XVIe siècle italien, et en tout cas à la fin du XVIe. Et en tout cas, Monteverdi en est un des représentants les plus éminents, si j'ose dire. Il l'a beaucoup cultivé en de nombreux livres. Je cite volontiers le livre qui s'appelle Sestina. La Sestina, non, c'est pas un livre, pardon. C'est à l'intérieur des livres. Alors, je suis désolé, il faudra vérifier qu'on m'en excuse. Je ne sais plus si c'est le 8e livre de Madrigal ou le 6e. Je crois que c'est le 8e, il faudra le vérifier. C'est pas très grave, on l'affichera sur l'écran après vérification, que chacun aussi puisse le retrouver facilement. Et donc, à l'intérieur de ce livre, encore une fois le 8e ou le 6e, il y a plusieurs madrigaux, il y en a même pas mal. Voilà, j'ai ici d'ailleurs l'ouvrage, l'édition. Bon, quand on tourne les pages, on voit bien que ça contient pas mal de textes. Et à l'intérieur de ces textes, il y a un ensemble qui fait, peu importe le nombre de phrases, parce que chaque phrase, c'est un petit peu comme ce qu'on va trouver par exemple enfin c'est très courant dans l'histoire de la musique, hein, c'est omniprésent dans l'histoire de la musique. Prenons par exemple le Magnificat, qui est un texte qui doit faire, je ne sais pas, enfin il fait 20 lignes, entre 15 et 20 lignes, avec des virgules et des points. Bon, par exemple, Bach prend chaque phrase qui se termine même par une virgule et en fait un mouvement musical entier, comme un mouvement de symphonie, pourrait-on dire, ou une aria entière. Hein. Voilà, c'est pareil chez Monteverdi, c'est ce fameux texte qui s'appelle la Sestina, qui signifierait, enfin qui signifie donc, en français, ça pourrait se traduire, enfin je ne sais pas comment on le dit en français d'ailleurs précisément, mais la vraie traduction française serait la Sixtine, en fait, la Sixtine, comme la chapelle Sixtine. Voilà. Alors, je ne reviens pas, j'aurai l'occasion, quand je ferai j'en profite pour le dire, je pense que je choisirai ce texte quand nous travaillerons sur Monteverdi dans l'unité qui lui soit consacrée dans un futur chapitre. Voilà. Mais là, évidemment, je ne vais pas l'analyser, hein, je vais simplement en parler un petit peu pour montrer ce que j'entends par certains aspects, par premier tonal, par opposition à un tonal qui lui est postérieur dès la seconde moitié du XVIIe siècle. Qu'est-ce que c'est que, quelle est une de ses caractéristiques? C'est la présence de, alors je mets des guillemets évidemment, parce que ça n'est pas vrai, ça n'est pas ça, d'accords de quinte, c'est-à-dire d'accords à l'état fondamental, comme do, mi, sol, comme ré, fa, la, consécutifs. Horreur des horreurs, évidemment, dans l'écriture tonale, on n'écrit pas de quintes consécutives. Eh bien là, elles y sont, mais elles sont camouflées, donc elles n'y sont pas vraiment. Alors, je dis juste une petite chose avant de commencer. Le madrigal, dans la tradition italienne, est toujours à 5 voix. Nous travaillons, nous, bien sûr, en écriture classique et puis scolaire, si j'ose dire, quand on étudie l'écriture, on étudie à 4 voix. Or, le madrigal est volontiers à 5 voix, il est presque toujours à 5 voix. Déjà, les prédécesseurs de Monteverdi écrivaient à 5 voix, c'est cette tradition du madrigal italien. Les 5 voix sont, je l'écris ici, sont basses, évidemment, rien n'est nouveau, basse, ténor, alto, et soprano ici, souvent, il y a une 5e voix, on dira 5e voix, elle est ici ou ici, ici. Là, dans le madrigal, la sestine, c'est ça la 5e voix. Donc ici, en général, en italien, souvent,
D'ailleurs, on le retrouve, c'est moins poétique, hein, on le retrouve dans les exercices de Chaland. On ne dit pas les exercices de soprano donné, on dit des exercices de chant donné. Quand on dit le chant donné, ça veut bien dire la voix supérieure. Donc on dit soprano, et les Italiens emploient le terme de canto ici. C'est-à-dire que ça, c'est la voix supérieure s'appelle le chant. Bon. Et puis la cinquième voix, ici donc on a bien basse, ténor, alto, soprano, c'est tout simplement la quinta, la cinquième. Hein. Quinta ou quinto au masculin. Voilà, je le dis pour... voilà. Ça n'a pas un intérêt extraordinaire, mais enfin, il faut se retrouver dans la partition. Dans cette sestina, je prends un très court extrait, je vais prendre 2 extraits. Je prends un premier extrait qui le montre particulièrement bien, parce que la lecture est très très facile, très claire. Je vérifie la partition, oui. Ici, comme tout le monde peut le voir, le début de cette phrase, qui est la troisième partie, la troisième grande phrase, donc c'est comme une partie, encore une fois comme un mouvement, la troisième, commence à 3 voix. Les 3 voix chantent le premier vers du texte, on s'arrête là, et puis après, donc ça je ne vais pas l'écrire parce que ce serait trop long, les 5 voix chantent, donc il y a quelque chose, une espèce d'amplification, il y a une plénitude après l'énonciation du premier vers qui reste quelque chose d'encore un peu discret, tout d'un coup les 5 voix rentrent, c'est vraiment magnifique. Quand on chante ça bien, je pense que c'est une des plus belles choses à faire, ça, hein. chanter le madrigal, voilà. Donc ici, il n'y a que 3 voix, le début de la troisième partie est à 3 voix, et les 3 voix sont les 3 voix du milieu, ce sont celles-ci, hein. Ces 3 voix-là. Donc la cinquième voix, l'alto, le ténor, voilà. Et après, quand je le redis, et je vais être clair, une fois que la première phrase est énoncée, les 5 voix entrent. Voilà. Et elles redisent un peu la même chose. Hein. À vrai dire, je vois la partition ici, c'est d'autant plus beau et intéressant. Là, on est en ré mineur, il n'y a pas d'altération à la clé, je le fais remarquer. Hein. Souvent, je ferai petite précision après sur l'absence d'altération. On est en ré mineur, dans cette exposition du premier vers à 3 voix, et puis après, quand les 5 voix arrivent, elle l'exprime à la dominante en la mineur. Voilà. Petite réflexion très brève, je ne vais pas aller trop loin là-dessus, ça me sortirait du sujet. Souvent, jusqu'à Jean-Sébastien Bach compris, hein, dans beaucoup de ses œuvres, le mineur était écrit avec un bémol de moins à la clé, c'est-à-dire que la tonalité de ré mineur, comme tout le monde le sait, ré mineur a un bémol, en tant que relative mineure de fa majeur, or on écrivait ré mineur sans altération à la clé. Bon. Etc., etc. Quand on était en do mineur, on ne mettait pas 3 bémols, on n'en mettait que 2 à la clé. Attention, 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 dans l'écriture, il suffit de regarder les œuvres de Bach qui sont en do mineur avec 2 bémols. À chaque fois que le la, pardon, est sur la partition, il reçoit le bémol accidentel. Bon, on va peut-être me poser la question pourquoi, parce que ça semble un peu absurde dans la mesure où quand la note arrive, elle est tout de suite bémolisée de manière accidentelle. Alors pourquoi ne pas la mettre à la clé? Je fais remarquer, entre parenthèses, que le dernier bémol, j'en profite, petit détail technique, hein, que le dernier bémol, quand on est en mineur, le dernier bémol, donc le si bémol quand il n'y en a qu'un, c'est le premier et le dernier, c'est bien le 6e degré de la gamme. Hein, on peut le vérifier, par exemple, en do mineur, les 3 bémols sont si, mi, la, le 3e bémol est bien le la bémol, c'est bien le 6e degré de la gamme. Voilà. Eh bien, je reviens à ma question, pourquoi écrivait-on comme ça? Je pense, enfin c'est sûr, que c'était une référence, justement, c'est un reste de l'ancienne théorie musicale et de l'ancienne pratique, pas théorie, mais pratique musicale, où la tonalité prisée par-dessus tout, considérée comme le modèle des modèles, c'était le mode de Ré, qui était ce qu'on a appelé, il y a bien longtemps dans le grégorien, par exemple dans le grégorien, le premier mode de l'Église, c'était le premier ton, la première tonalité, on ne disait pas tonalité du tout, c'était le premier mode dans l'ensemble des 8 modes grégoriens. Donc ce mode avait un tel prestige que bien qu'on soit tonal, on gardait l'habitude d'écrire le mineur avec un bémol de moins, qui fait que quand on joue la gamme de Do qui va de Do à Do avec 2 bémols au lieu de 3, c'est bien le mode de Ré, dans le ton de Do. Bon, j'arrête là parce que ce n'est pas le sujet, je ne veux pas trop... Mais enfin, tous ces éléments-là sont importants à connaître. Il faut vraiment développer les connaissances dans pas mal de directions pour arriver à mieux comprendre, à mieux s'approprier les œuvres, à avoir une meilleure maîtrise. J'invite tout le monde à ne pas rester
dans des chemins trop balisés. Hein. Il faut élargir beaucoup. Je ne me pose pas en donneur de leçons, c'est pas ça, mais enfin je le suis un peu en l'occurrence, mais bon. Mais j'invite tout le monde à élargir et à ne pas avoir une vision strictement étroitement musicale, étroitement tonale. J'ai souvent eu des réflexions. Ah oui, non, ça ne nous intéresse pas quand j'étais en écriture ou dans d'autres. Oui, non, on va pas se lancer dans les modes grégoriens. Ben si, on se lance dans les modes grégoriens, parce que ne pas connaître ses origines musicales, c'est un peu triste, je trouve. Enfin, ça c'est valable pour d'autres domaines, mais je clôt là la parenthèse. Alors, maintenant j'en viens à ce texte. Ici, ce qui est très spectaculaire, déjà, juste ici, pourrait-on dire, mon découpage est très mauvais. Mais simplement, ce que je veux faire remarquer, c'est que j'ai, alors en fonction, je ne vais pas me lancer dans le texte italien, je le ferai à l'occasion, dans la métrique italienne, dans la diction, dans le débit de la phrase, mais j'aurai l'occasion de le faire sur l'unité sur Monteverdi. Mais toujours est-il que ça, c'est du parler, ça n'est rien d'autre que du parler. Il y avait chez Monteverdi et chez ses compositeurs de madrigaux un goût pour la langue, pour la poésie italienne, qui était mise au premier plan. C'était presque la première motivation de la musique, c'était de dire la poésie. C'est-à-dire que la poésie, on peut la dire, bien sûr, tout le monde sait ce que ça signifie. Là, on la chante, mais finalement, c'est presque comme si on ne la chantait pas. On la psalmodie. Le terme de psalmodie est très important à connaître. Hein. Psalmodie, ou donc psalmodier, c'est dire la phrase en la chantant sur une même note, comme dans toutes les récitations d'ailleurs de type, je dirais, liturgique. Hein. On a une note, peu importe laquelle, on chante avec un débit lié aux accents de la phrase, à ses respirations, à ses virgules, à ses points, à ses cadences, pourrait-on dire. Voilà. On a bien un exemple ici. C'est bien, bon je vais le faire d'ailleurs, alors on est bien d'accord qu'on a affaire à, alors plus clair que ça c'est pas possible, hein. C'est bien un accord de Ré mineur dans sa forme la plus simple possible, c'est Ré, Fa, La, trois chanteurs chantent l'accord de Ré mineur et psalmodie le texte finalement. Au début on a donc ça, alors je vais m'excuser à l'avance, le piano n'est pas bon ici, le Fa ne sonne pas, j'ai un beau Fa au milieu qui est la tierce mineure, j'ai un peu, ça ne sonnera pas très très bien, mais on a bien ça. On a bien une levée ici, hein, et on a un appui ici. Déjà, en italien, il y a bien un appui ici. Je ne vais pas me lancer dans le texte italien, mais ça correspond à l'appui, à l'accent tonique. Hein. Bon, je suis désolé, ça sonne vraiment très mal. Je vais le faire exceptionnellement une octave plus bas. Etc. Enfin bon, peu importe ce que je fais, est presque ridicule, mais c'est pour montrer que ça n'est que dire le texte en chantant l'accord de Ré mineur. Alors maintenant, moi du point de vue de l'analyse de ce qui m'intéresse, je me contente donc d'observer un accord de Ré mineur. Ici, maintenant qu'il soit répété, peu importe, bien que ce soit très intéressant. Et ici, je tombe sur un autre accord, alors là j'ai bien Ré, Fa, La, et ici je tombe sur Do, Mi, Sol. Ce Do, Mi, Sol est préparé par un accord de Sol, un accord de sixte. Mais le point d'appui ici, comme le premier point d'appui ici, et tous ces accords-là, c'est bien l'accord. Ce que je veux dire, c'est que je peux réduire cette partition à Ré, Fa, La et à Do, Mi, Sol. Ce Do, Mi, Sol étant préparé simplement, amené par l'accord de, disons-le, Sol majeur, c'est-à-dire la dominante de Do. Mais attention, à l'époque, on ne pensait pas comme ça. Alors attention, on ne disait pas c'est un accord de Sol majeur, on ne disait pas c'est la dominante de Do. Hein. On avait une vision contrapuntique des choses, donc il y a ainsi un Ré et un Sol, point à la ligne. C'est-à-dire que amener ça, ça a vraiment une fonction qui consiste à amener cet accord. Et il a une autre vertu qui est évidemment très importante et qui est capitale pour l'évolution du système tonal, c'est qu'il gomme, c'est-à-dire que si je n'avais pas ça, j'aurais en effet Ré, Fa, La, Do, Mi, Sol, c'est-à-dire une gamme consécutive. Ré, Fa, La, Do, Mi, Sol. Voilà. Donc là, ça n'est pas ça, c'est Ré, Fa, La. Voilà. Qu'on entende bien ça. Je le refais. Voilà. Je joue un petit peu fort pour pouvoir enfoncer ce Fa qui ne sort pas. J'ai bien Ré, Fa, La, Do, Mi, Sol. Entre guillemets, j'improvise moi-même en faisant, en simulant, en imitant une psalmodie qui serait, peu importe laquelle.
je vais un petit peu vite, mais avant de revenir sur ça, je veux montrer les points d'appui principaux, accord de Ré mineur, accord de Do majeur, accord de Si bémol majeur, accord de La majeur. Les accords que j'ai entourés, je les rejoue. Ce sont bien 4 accords parfaits, mineur, majeur, 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 c'est-à-dire en Ré mineur, l'accord de tonique, le départ, ça c'est très important. Alors là, je veux dire, je parle beaucoup, je suis un petit peu là pour ça. Mais dans tout ce que je dis, ça c'est plus important que le reste, hein, c'est ce qui m'intéresse le plus, et c'est ce qui va donner la longue filiation dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc attention, c'est l'élément le plus important, c'est le fait de partir de l'accord de tonique et d'arriver sur l'accord de dominante. Dans un ordre conjoint, c'est-à-dire que la basse ici est bien Ré, Do bécard, Si bémol, La. Ça, c'est le plus important. Attention, c'est ce qui m'intéresse le plus de très... Enfin, moi, pas moi, c'est ce que je pense qui est très important. Je reviens à ce que je disais. J'ai donc des accords consécutifs. Et donc ça, je l'ai fait... C'est assez beau d'ailleurs, hein, c'est assez beau. C'est même très beau. Encore une fois, c'est pas très beau sur ce piano, mais si on avait 4 chanteurs ou 3 chanteurs qui le chantaient, ce serait magnifique, malgré ces octaves consécutives. C'est un style aussi populaire qui existe dans de nombreux cas, par exemple dans la musique espagnole, mais pas en tant qu'espagnol, en tant que spécifiquement espagnol, mais beaucoup de compositeurs ont cultivé ça. Je donnerai des exemples, on en trouvera d'ailleurs, peu importe. Mais aussi dans la musique populaire, par exemple les chants de marins, entre guillemets, ça marche beaucoup comme ça. Donc je le refais, écoutons bien ces octaves, ces quintes consécutives, Ré, Fa, La, Do, Mi, Sol, Si bémol, voilà. Voilà, j'invente des petites choses un peu bébêtes, c'est pas grave, c'est pour montrer. Donc là ce qu'on entend c'est bien ça, Ré, La, Do, Sol, Si bémol Fa et La Mi. Alors, maintenant, chez Monteverdi, justement, ça n'est pas tout à fait ça qu'il y a, c'est ça, mais les quintes sont enrobées, c'est-à-dire qu'à chaque fois, l'accord qui m'intéresse, enfin l'accord important sur lequel on arrive, à chaque fois, ce sont un petit peu comme des piliers, premier pilier, deuxième, troisième, quatrième pilier, ces piliers qui créeraient les octaves, les quintes, pardon, il n'y a pas d'octave, les quintes consécutives, sont à chaque fois amenées. Donc ça, cet élément-là amène celui-ci, ça, c'est amené par ça, et celui-là, à son tour, est amené. Donc on voit qu'à chaque fois, hein, je pense bien me faire comprendre. Donc je vais rejouer, au risque d'être un peu répétitif, je vais rejouer les accords consécutifs, les accords de quinte, donc voilà, Ré, Fa, La, Do, Mi, Sol, Si bémol, Ré, Fa, et La, Do, Mi. Et lui, ce qu'il fait, c'est ça, l'accord de Ré, qui lui sert de psalmodie en quelque sorte. Et il va sur l'accord de Do en passant par... Voilà, on a vu Si, Do. Voilà. Ensuite, l'accord de Si bémol est amené par La, Fa. C'est sur le tableau, j'étais en train de chercher là. La, Fa. Et puis, on entend bien qu'à chaque fois, j'ai fait une petite note fausse. Attention, je vais la rejouer. À chaque fois, on est donc amené par un accord. Enfin, je me répète. Bon. Ça, c'est très important. Je fais remarquer, je l'ai déjà dit, mais je le fais remarquer encore une fois. Non, je ne l'ai pas formulé de cette manière, donc je le fais. C'est que cette basse est d'une importance extrêmement grande. La basse, c'est-à-dire les points Ré, Do bécard, Si bémol, La. Je fais remarquer, c'est très important, c'est une basse qui est faite sur les notes de ce qu'on appellera plus tard, mais qui est déjà là. La réalité, la chose existait avant le mot, hein, évidemment, comme souvent d'ailleurs. Après, on est très content d'avoir trouvé un mot, et donc on a l'air très intelligent, mais peu importe, la chose existait bien avant qu'on ait pu la nommer. C'est bien ce mineur mélodique descendant, Ré, Do, Si bémol, La. Attention, je le fais remarquer particulièrement, parce que c'est le nœud, le noyau
d'une évolution considérable. Et ça donnera aussi, ça sera souvent par exemple une basse de ces pièces qu'on appelle chaconne ou pasakai par exemple, qui sont des basses qui serviront de nombreuses variations. Chez Handel par exemple, mais je cite Handel parce que c'est un exemple très important, a écrit pas mal de ces chaconnes qui n'en finissent plus des fois chez lui, elles sont même des fois presque trop longues. On a systématiquement ça. Et do, si, là, et on a les sopranos, je dis les sopranos, c'est-à-dire les voix supérieures qui chantent de différentes manières. C'est propice à beaucoup de variations. Peu importe, je laisse tomber l'histoire des chaconnes et des pasakai pour revenir à cet exemple-là. Donc, je remarque, je conclus là-dessus et je fais un genre de résumé de ce que je veux dire pour que ce soit clair pour tout le monde. C'est que d'une part, dans ce système tonal, je ne voudrais pas dire primitif, ce premier tonal, c'est plus joli premier que primitif, d'autres y ont pensé avant moi, c'est la succession des accords parfaits de Ré, enfin de tonique, de Do, de Si bémol, de La. Premièrement. Deuxièmement, le fait que la basse, si je m'occupe que de la basse, soit bien Ré, Do, Si bémol, La, et que c'est le fameux mineur mélodique descendant qui va de la tonique à la dominante. Et oui, aussi, troisième petite observation, j'en profite pour le dire, du coup je me retrouve avec un accord qui ne porte pas de nom vraiment d'ailleurs, c'est que ça s'appelle bien accord de tonique, je crois que tout le monde est d'accord. Ça s'appelle un accord du 6e degré, l'accord de Si bémol majeur. Ça s'appelle un accord de dominante, La, Do dièse Mi, on est bien d'accord. Mais cet accord-là, eh bien, c'est l'absence de sensible. C'est-à-dire, on attendait un Do dièse, c'est un Do bécard. Évidemment, pour avoir un accord parfait, c'est bien Do bécard. Donc on pourrait l'appeler accord de sous-tonique. Comme on dit sous-dominante, eh bien ça c'est sous-tonique, après tout, pourquoi pas. Voilà. Mais c'est un accord qui justement, c'est en ça que c'est du premier tonal. Je reprends cette expression qu'on n'en veuille pas trop. Ce premier tonal, c'est que justement cet accord, il ne va pas tant exister que ça. Bien sûr, on va le trouver. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Mais enfin, on est bien d'accord que moi, ce que je fais quand j'explique le système tonal et que je montre les accords, je ne parle jamais de l'accord de sous-tonique, c'est-à-dire l'accord placé sur le ton en dessous de la tonique, en ré mineur, enfin en mineur en général, on ne le prend pas en compte dans l'exposé de ce qu'est le système tonal. Cet accord n'est pas vraiment pris en compte, même si après on va le trouver d'une manière ou d'une autre. Mais là, justement, il est là et il est bien là. Ça, c'est une belle valeur longue, un bel accord à l'état fondamental, plus clair que ça et plus présent que ça. On fera difficilement mieux. Alors voilà la première partie de ce petit exposé. Je dévoile légèrement la suite, mais je vais y venir très vite. C'est qu'après Monteverdi, c'est-à-dire dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, on va trouver toujours ça. Ça, ce sera toujours présent. Cette basse, Ré, puis Do, puis Si bémol, puis La. Mais désormais, mais je le dirais avec les exemples de Corelli, de ce fameux Pallavicini auquel je faisais allusion, que peu de monde connaît, moi y compris, je ne connais pas Pallavicini, je connais simplement, j'ai fouillé évidemment dans les œuvres pour trouver les exemples, c'est une musique que je trouve très belle, hein, d'ailleurs par ailleurs. Hein. D'ailleurs sur Internet, entre parenthèses, puisqu'Internet il y a, j'ai même pas trouvé les ouvrages de Pallavicini autrement qu'en photo. En photo numérisée, je ne sais pas comment on dit, du texte manuscrit. Elle est peut-être même pas éditée, c'est dire à quel point elle est quand même un peu lue. Alors c'est une écriture un peu à l'ancienne justement, enfin elle est quand même très lisible. Mais ce que je voulais dire, donc pour reprendre, faire allusion à ces compositeurs qui viendront après, désormais ce sera bien Ré, Do, Si bémol La, mais les fameux sixtes que j'annonçais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on aura un accord de tonique qui sera bien lui un accord de quinte, c'est-à-dire Ré, Fa, La. C'est le point de départ. Bien sûr, la tonique, c'est Do, Mi, Sol en Do, c'est bien Ré, Fa, La en Ré mineur, et la dominante aussi. Mais entre, on va avoir des accords de sixte. Ici, ce sera Do, Mi, La, et ici, ce sera Si, Ré, Sol. Et c'est tout pour l'instant, puisque j'en parlerai de manière très développée en montrant ces accords. Avant de continuer, je vais proposer, pour étoffer un peu le propos, bon, je pense qu'il est déjà pas mal, mais enfin, j'aime bien donner des exemples pour que, d'une certaine manière, pas prouver que j'ai raison, mais enfin, bien asseoir mon propos, parce qu'on pourrait dire, ah bah oui, mais ça c'est un petit exemple pris dans une œuvre énorme, et il y a 3 mesures qui se battent en duel. Non, c'est quelque chose qu'on va trouver de manière récurrente très souvent. Donc, pour asseoir ce propos, je donne un deuxième exemple. Voilà, donc je montre ici
l'exemple suivant, en fait, c'est bien le même dont il s'agit. Je signale juste une chose, c'est que c'est quelques mesures à peine après le début que j'ai déjà indiqué. Donc c'est le poème qui se développe, et on en arrive là. Alors déjà, ce qui est intéressant, bon, je ne vais pas trop en parler, on voit le tuilage des voix. Bon, ici, on est à 4 voix à ce moment-là, c'est qu'il y a une voix qui se tait. Encore une fois, les madrigaux de Monteverdi sont à 5 voix, mais c'est sans arrêt, des voix qui se taisent, des voix qui reprennent, des voix qui se répondent, etc. etc. C'est loin, loin d'être ce que nous écrivons nous, d'ailleurs, et c'est très bien de le faire, l'écriture à 4 voix qui est en fait privée de silence. Un des principes de travail quand on écrit nos chorales ou les exercices que j'avais proposés de basse donnée, pour des raisons pédagogiques, je dirais, c'est qu'on exclut les silences. Ce n'est pas le problème d'introduire des silences, on écrit tout pleinement. Mais après, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans des musiques comme celle de Monteverdi, dans le madrigal italien, si je veux dire, c'est bourré, c'est rempli de silence. Hein. Le silence est partout. Et à certains moments, évidemment, les 5 voix chantent pleinement toutes les 5 en même temps, et en ça, elles constituent un contraste avec les endroits, si je veux dire, pleins de vie. Bon, alors là, on voit bien déjà que sur les 5 voix, on commence à 3, et puis il y a une petite voix qui introduit, si j'ose dire, son petit grain de sel, ici, ici et ici. Un peu comme pour souligner le chant des autres. Et évidemment, on reprend toujours les mots qui sont dits ici, peu importe lesquels, je ne vais pas rentrer dans l'aspect poème de ça, mais évidemment, on a bien ta, ti, ta, c'est les mots qui sont ici. C'est un peu comme un écho. Hein. Le terme d'écho, d'ailleurs, dans la poésie italienne et la poésie qu'on appelle poésie pastorale, est très présent. L'écho, hein, l'écho est très très présent. On aura peut-être l'occasion d'en parler, mais enfin, on sort du cadre de l'étude de l'harmonie, bien sûr. Voilà, donc ici, on a un petit peu comme un écho, c'est-à-dire qu'on réentend ce qui a été dit par les premiers. Donc, je propose de regarder ce texte ici. On voit bien, c'est extrêmement clair, encore une fois, comme dans l'exemple précédent, l'accord parfait à l'état fondamental. Alors, on serait ici, je dis serait, parce qu'on est, mais ce n'est pas d'une clarté évidente, c'est un petit peu une des caractéristiques des ambiguïtés du système prétonal. Mais encore une fois, on n'est pas dans le prétonal, on est bien dans le tonal. Il y a une toute petite ambiguïté sur la tonalité, parce que la dominante n'arrive pas vraiment. On est en la mineur, on serait, donc je mets une toute petite, mais on est vraiment à la mineur. On commence la séquence sur un accord de la mineur, la, do, mi. Et on devrait finir sur l'accord ici, mi, sol, dièse, si. Il n'en est rien. Mais il n'en est rien, pourquoi ? Parce que Monteverdi, au lieu de finir, de faire une cadence, un repos sur dominante, ce qu'après on appelle repos sur dominante, continue, en fait il continue pour, dans quelques mesures après, finir sur un vrai repos sur dominante. Donc je propose après d'écrire la phrase suivante. Je prendrai un peu de temps pour la réécrire. Donc observons ça ici. J'ai bien la, do, mi, j'ai bien sol, si, ré, j'ai bien fa, la, do, et je devrais avoir ici mi, sol, dièse, si. Notons au passage que de toute façon, je ne pourrais pas avoir brutalement, si j'ose dire, mi, sol, dièse, si, parce que là, il y a un fa, je ne peux pas passer du fa au sol dièse, ça crée la fameuse seconde augmentée que chez Monteverdi, aussi bien que chez tous ses successeurs de musique tonale, la seconde augmentée est exclue du point de vue mélodique. Voilà. Donc, je vais peut-être le montrer. Alors oui, autre petite observation, je ne fais que redire ce que j'avais dit avant. La quinte ici, la, mi, puis sol, ré, etc., puis fa, do, puis mi, si, est gommée par le fait qu'on vient d'en dessous. C'est-à-dire que ça n'est pas mi, ré, mais c'est do, ré, en fait, qu'on entend. Voilà. Donc je joue ce petit extrait et je rejouerai après avec le petit grain de sel mis par la voix intermédiaire, qui est la voix d'alto. Par exemple, ici, j'ai la partition sous les yeux. Évidemment, sur le tableau, j'ai réduit sur 2 portées. Là, je suis sur 5 portées. Peu importe ce que j'ai dit, c'est extrêmement intéressant. La voix qui manque est le ténor. Il n'y a pas de ténor. Donc, on a ici la basse, l'alto, la 5e voix et le chant, pour reprendre la terminologie de Monteverdi. Donc, on a bien ici le la. Voilà. Et l'alto complète.
attention, tout ça est extrêmement subtil toujours, c'est régulier mais pas tant que ça. Hein. Cet élément-là, on le retrouve ici, mais là c'est pas pareil. Hein. Là il y a un genre de petite broderie, là on passe par en dessous. Enfin, l'écriture n'est pas exactement toujours la même, c'est ça que je veux dire. Voilà. Et puis il y a ici l'ombre, disons l'ombre, des sixtes dont je parlerai après. C'est-à-dire que là, on a bien l'accord de quinte, la do mi, on a bien sol si ré. Et puis on voit la sixte poindre le bout, faire pointer le bout de son nez, si j'ose dire, ici. On a bien la quinte, donc la quinte est ici, elle est répétée par la voix d'alto, mais l'alto monte quand même sur la sixte. Attention, voilà. Donc on a bien fa, la do, la quinte est ici, la quinte est répétée ici, mais on monte sur la sixte. Donc on pourrait chiffrer, si on chiffrait comme on a l'habitude de le faire, on écrit ici 5, peu importe là ou là, peu importe, 5, 5, mais 6, 5, mais voilà la sixte qui arrive. 5, bécart 5, je de bécart 3, je devrais dire, puisqu'on attendait peut-être un sol dièse, et on se retrouve avec une sixte ici. Voilà. Bon, ça c'est une première chose. Maintenant je montre la suite. Donc voilà, j'ai écrit ici sur le tableau donc la suite. On est bien d'accord que cette mesure-là était la mesure d'arrivée de l'extrait précédent. Alors je vais faire remarquer ici aussi, bien que je sorte un peu du cadre, parce que ce n'est pas l'objet de l'étude de Monteverdi, mais enfin, je vais faire remarquer la subtilité des choses, c'est-à-dire que je devrais presque prendre une autre couleur, je vais le faire tiens, avec ce rouge-là. C'est comme si la basse, d'ailleurs entre parenthèses, autre petite réflexion, la basse disparaît. Je parlais tout à l'heure de beaucoup de silence, des voix qui se taisent. C'est aussi une manière d'aider les chanteurs, bon, bien que ce n'est pas la chose la plus fatigante à chanter. Mais enfin, tous ces silences aident bien les chanteurs, parce qu'ils laissent la place à d'autres. C'est un genre de conversation, en fait. Hein. On est dans un salon, enfin dans une pièce, on chante à 5, autour d'une table même, avec les partitions, et il y a une conversation qui se fait un petit peu comme la vraie conversation. Je dis une phrase, mon interlocuteur me reprend, me répond, conteste ce que je dis, ou approuve ce que je dis, le souligne, voire est indifférent. Enfin, tous ces éléments-là sont dans le madrigal. Donc ici, la basse, qui avait ces grosses valeurs longues, alors qu'il jouait vraiment pleinement son rôle de basse, avec des valeurs longues posées dans le grave, enfin c'était pas très grave d'ailleurs, enfin c'est quand même la basse, ces valeurs qui donnaient l'appui au pilier de l'harmonie, là tout d'un coup la basse disparaît. Alors la basse sous-entendue est Do, attention, donc c'est pas une note qui est chantée, Do, Si bémol, et c'est là qu'on retrouve ce que je voulais montrer, parce qu'on va bien retrouver cet élément-là, enfin je vais le remontrer encore une fois, La, Sol, Fa, Mi. Alors attention, ce que je voulais montrer particulièrement, ne nous mélangeons pas, on pourrait facilement se mélanger justement le madrigal avec son flux ininterrompu où le commencement se raccroche, enfin la fin se raccroche de manière presque indiscernable avec le début de la phrase suivante. Alors attention, ne confondons pas, ce que je veux montrer, ce que j'ai montré dans le tout premier exemple, est ici précisément. J'ai ici un extrait en La mineur, je vais revenir là tout de suite après, et je montre simplement ça. Là j'ai bien La mineur, j'ai bien La, Do, Mi, et j'ai bien La, Sol, Fa, Mi. Autrement dit, le voyage, enfin le parcours de tonique à dominante, en passant par cette descente diatonique, tonique, 7e degré, 6e degré, dominante. Voilà. Mais il y a un fil continu chez Monteverdi où il franchit une octave et plus même. On a Ré, Do, Si, La, qui déjà en soi, ici, de ça à ça, constitue déjà cette chose-là. Le franchissement diatonique par ton, enfin par ton, là c'est bien un biton, peu importe, mais Ré, Do, Si bémol, La, et ce point d'arrivée est encore une fois un point de départ qui donnera donc La, Sol, Fa, Mi. Mais, pour que, si j'ose dire, ça marche, il faut que ça ne soit pas majeur. Si l'accord était majeur, je serais intégralement en Ré mineur. J'aurais bien l'exemple que j'avais montré précédemment, accord de Ré mineur, accord de Do majeur, Do, Mi, Sol, Si bémol majeur, Si bémol, Ré, Fa, puis La qui serait majeur si on s'arrêtait et qu'on faisait ce qu'on appellera bien après dans l'histoire de la musique la demi-cadence. Or, au lieu de tomber sur un accord mineur, de majeur, qui est un vrai accord de dominante, on retombe sur un accord mineur et la phrase est relancée encore une fois. Bon, ça c'est une première chose que je voulais dire. Deuxième chose, j'ai écrit en rouge une voix qui n'existe pas. Donc,
Et elle est réduite à quelque chose de beaucoup plus subtil, qui est une voix plus haute, qui est le ténor, et qui ne fait qu'à peine la suggérer, d'où cette subtilité du madrigal. Il a bien fait entendre ces belles basses profondes, complètes, c'est-à-dire des belles rondes. Là, tout d'un coup, la basse, enfin, c'est-à-dire la voix grave, pas en tant que basse forcément, disparaît, elle est confiée au ténor, qui ne fait que la suggérer. Donc Do, Si bémol se réduit à Do, Si, Si. Quelque chose de beaucoup plus léger. Silence. Puis ici, La, Sol, Sol. Voilà ici, hein, on reconnaît, je pense bien le faire comprendre. Hein. Et ici, Fa, Mi, Mi. Je redis pour que tout soit clair. Le La, Si bémol, se réduit à Do, Si, Si. Le La, Sol, se réduit à La, Sol, Sol. Et le Fa, Mi, se réduit à Fa, Mi, Mi. C'est très régulier en même temps. Voilà. Mais, on est bien d'accord qu'on retrouve bien mes accords parfaits. Je les remontre pour que tout soit clair. Ré, Fa, La, Do, Mi, Sol, Si bémol, Ré, Fa. Puis, en La mineur, La, Do, Mi, Sol, Si, Ré, Fa, La, Do. Et ici, enfin, pour de bon, Mi, Sol dièse, Si. Avec le fameux retard 4-3. 4 qu'on peut chiffrer dièse. Et il faut remarquer, mais j'y reviendrai tout à l'heure, que non seulement on a 4-3, le fameux 4-3, mais en plus de ça, la résolution sur 3 est elle-même brodée. Il y a une broderie. Ça, c'est très courant. Alors, je le fais tout de suite, comme ça ce sera fait, puisque je risque d'oublier d'en parler. Voilà ici la cadence, quand au lieu d'arriver sur l'accord de Mi majeur, Mi, Sol, dièse, Si, j'arrive sur Mi, La, Si. Voilà le 4-3, sa résolution. J'avais dit lors d'une vidéo, je ne sais plus sur quoi, sur un choral récent, c'était le complément du choral 4. J'avais parlé de la... Là, ça n'est pas ça, attention, attention, attention. J'avais parlé de la tierce picarde. Là, ce n'est pas une tierce picarde, parce que la tierce picarde intervient dans l'accord de tonique finale. Là, c'est une dominante. Mais ce que je disais, c'est que le 4-3 était employé en général quand on attendait l'accord majeur. Dans le cas de la tierce picarde, c'est le cas, mais dans le cas de l'accord de dominante, c'est un peu la même chose. Donc si j'ai 4, c'est que j'ai un 3 majeur en général. Et chez Monteverdi, c'est un cliché d'époque, mais c'est très beau, hein, chez tous les compositeurs de son époque, et ceux d'avant aussi, puisque bien sûr on trouve ça chez le fameux Palestrina que je cite souvent. Un jour il faudrait écouter du Palestrina et en parler, mais je ne vais pas le faire parce que ça nous entraîne trop loin. Je suggère, je sais qu'on trouve facilement sur Internet un très court extrait de Palestrina qui est magnifique et qui est à 3 voix, qui s'appelle Jésus, enfin je le dis à la française, Jesus en latin, Rex Admirabilis. Jésus, ou je ne sais plus si c'est Jésus avec Alex ou sans S, selon que c'est un vocatif ou un nominatif, peu importe, hein, on va pas se lancer là-dedans, mais Jésus Rex Admirabilis, que chacun regarde, c'est une très belle écriture à 3 voix qui commence par le fameux accord de Ré mineur sous sa forme la plus ramassée. Je clôt la parenthèse, et pour redire que le 4-3, avec la broderie de la tierce majeure, est une chose évidemment, et presque un cliché d'époque, mais j'emploie le terme cliché, il n'est pas du tout péjoratif parce que c'est très beau et les compositeurs qui l'ont utilisé au bon moment et ça sonne toujours merveilleusement bien. C'est le cas ici, il finit sa phrase et puis évidemment le poème continue et tout le monde reprend. Autre petite réflexion concernant le madrigal, donc ça n'est pas sur l'écriture proprement dite, c'est que je vais peut-être le jouer une fois, enfin bon c'est pas si facile que ça, si c'est facile quand même, il n'y a pas de difficulté. Des fois c'est injouable au piano le madrigal, parce que les voix sont complètement intriquées, c'est pas fait du tout pour ça. Bon. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai une continuité, je le fais quand même parce que sinon je ne pourrais pas m'expliquer bien là-dessus. On entend ça. Alors j'essaie de retrouver le passage, je suis ici, je suis sur mon Ré, donc j'ai Ré, Fa, La. Voilà, ça c'est la fin de la phrase précédente, et maintenant j'ai ça. Alors je vais jouer, pardon de m'interrompre toujours, je vais jouer avec les basses que j'ai écrites en rouge, pour qu'on entende bien l'harmonie. Parce que ce ténor qui est si subtil, là il ne nous sert pas trop pour bien comprendre. Donc je réécris, je redis, je joue les basses écrites en rouge. Donc je commence par un Ré qui est la fin de la phrase précédente. Et voilà ici, Do, Mi, Sol.
Bon, je suis bien content d'avoir fait ces basses parce que ça rend la chose très audible. Hein. Je crois que le ténor seul au piano, bon, je le ferai peut-être après, peu importe. Et ce que je veux montrer, c'est qu'on entend deux fois la même chose. C'est-à-dire fa, sol, ici. Fa, sol, 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 fa, mi, fa. Puis mi, ré, mi, ré, do, ré, etc. Et c'est à la tierce, c'est très clair, évidemment, ré, fa, mais que les tierces sont changées ici. C'est-à-dire que là, je suis avec les deux voix, la fameuse cinquième et chant, c'est-à-dire la cinquième voix et le soprano. Et puis c'est toujours pareil, on n'entend pas la différence, mais c'est la voix de, c'est l'autre voix, c'est l'alto qui le prend. Bon, c'est rien du tout, hein, ça ne demande pas, voilà. Mais quand on entend, on n'entend pas vraiment la différence, mais ça fait que les deux chanteurs que sont le cinquième, j'appelle ça le cinquième, écrit quinto dans la partition, et l'alto, eh bien c'est comme si on était à table dans la conversation, ils s'échangent. Le soprano restant guidant tout, le soprano restant le soprano toujours qui fait la voix du dessus, qui ne s'arrête pas. Mais là, il y a bien un échange entre cette voix et le relais est pris par celle-ci. Voilà. Alors, c'est tout pour l'instant pour ça. Je voulais montrer ça, je suis content de le montrer parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qui me plaît beaucoup et qui permet de comprendre un certain nombre de choses. Notamment, je le redis, puisque c'est vraiment le sujet qui m'intéresse, sur cette basse diatonique. Je dis diatonique exprès par opposition à chromatique, parce qu'on parlera du chromatisme après qui vient de là. Mais pour l'instant, la basse est ici, elle est diatonique, elle franchit le tétracorde supérieur de tonique à dominante. C'est le fameux tétracorde, si j'ose dire, qui pose problème, si tant est qu'il pose problème, dans sa forme ascendante ou descendante. Là, c'est vraiment le mineur mélodique descendant. Et la note étrangère, puisque la vraie note dans le tonal, les vraies notes sont le fa, pardon, le la, le fa et le mi, et celle-ci, normalement, elle serait sol dièse. Or, le sol bécard est utilisé pour former ce tétracorde mélodique descendant, c'est-à-dire ce mineur mélodique descendant. Voilà, je tenais beaucoup à montrer ça. Et je suis assez content de montrer cette histoire de quinte. Je reviens à ce que je disais. Oui, ces quintes me tiennent à cœur, décidément. Qu'on me croit sur parole, elles sont très présentes chez Monteverdi. J'ai pris ces exemples-là, mais là, je pourrais reprendre, tourner les pages, et je vais les trouver beaucoup, mais toujours de manière extrêmement subtile. Hein. On est loin de ces quatre accords enchaînés sempiternellement, comme le font certains encore aujourd'hui beaucoup, croyant faire des découvertes merveilleuses. Voilà. Par contre, là, c'est vraiment merveilleux, mais quand c'est le véritable modèle. Ceux qui les font à satiété aujourd'hui, bon, bref, je ne fais allusion à rien de spécial, bien sûr. Voilà pour la première partie de cet exposé. Donc, je parlerai dans un deuxième temps des exemples chez les fameux, je les ai cités, ces deux compositeurs très peu connus que sont Pallavicini et Cavalli, par exemple, prononcé à la française serait Pallavicini, ce que je trouve très bizarre, bon. Et Cavalli, oui, pourquoi pas. On dit bien Monteverdi, je dis bien Monteverdi à la française parce que le nom est très employé, on le dit. Voilà. Donc ces compositeurs un peu moins connus, je les entends plutôt d'une autre manière. Et puis après des compositeurs plus connus que sont Corelli. Corelli est un compositeur très connu, je citerai, je le dis à l'avance, comme ça donne déjà un peu une idée de ce qui va suivre, je citerai les fameuses sonates, il a écrit, c'est un violoniste, il a écrit beaucoup de sonates, pour 3 ou pour 4, à 3 parties, 4 parties, beaucoup de sonates en trio, ce qu'on appelle les sonates en trio, soit des sonates qui sont appelées dans le texte sonates d'église ou sonates de chambre. En fait, c'est fondamentalement la même chose, les unes étaient plutôt destinées à l'église, et les autres à la chambre, c'est-à-dire au salon. Mais enfin, la musique est quand même fondamentalement la même. Et on va trouver donc cette basse, mais désormais non plus avec les quintes, mais avec des sixtes. Avec une quinte de départ, une quinte d'arrivée, et pour cause, c'est la corde tonique, c'est la corde dominante, mais entre les deux, des sixtes, et j'expliquerai ça plus en détail, après le chromatique. Donc ces compositeurs seront Corelli. Je prendrai des très beaux exemples qui sont très très parlants chez Pergolèse et dans son fameux Stabat Mater, ou alors il va introduire, ça me permettra de le faire moi-même, c'est déjà le cas chez Corelli, le chromatisme, c'est-à-dire non plus le tétracorde descendant diatonique, mais cette fois-ci chromatique, je développerai ça, et puis aussi la fameuse sixte augmentée qui arrivera. Et donc c'est un peu l'intérêt pour moi de faire ce cours, c'est de montrer une des origines, ça n'était pas le seul sujet, mais c'est un des sujets qui m'intéresse,
une des origines de la sixte augmentée. Elle s'inscrit dans cet enchaînement qui remonte, qui plonge ses racines très loin. C'est pour ça que c'est intéressant. Donc je finis d'énoncer ces compositeurs. Corelli, oui. Donc je prendrai le Stabat Mater de Pergolèse. Et puis après, des exemples qu'on connaît plus ou moins, enfin, chez Mozart par exemple, chez Schubert. Et puis après, voilà, après les écritures plus récentes, celles du 19e siècle, où on a ça, mais dans un contexte majeur, et qui donne une couleur très belle, et qui sera peut-être une manière, j'aurai l'occasion d'en parler, pas maintenant, j'ai un peu ce défaut de toujours tout dire tout de suite, il faut en garder pour après, qui sera une manière de sortir, quand je dis sortir, ça n'est pas vrai, mais d'une manière de sortir un petit peu, d'être légèrement en biais, être légèrement un petit peu à côté du système tonal, parce que ça va être la culture, le goût d'enchaînements qui ne sont plus aussi clairs que les cadences parfaites, etc. Et ça va culminer dans des œuvres comme déjà Lohengrin de Wagner, mais qui culminera évidemment à un très très haut niveau, peut-être le plus haut jamais atteint dans l'histoire de la musique. Enfin, bien sûr, il y en a d'autres, il y a beaucoup de montagnes comme celle de Bach et d'autres, et Monteverdi, dont je viens de parler, mais qui sera son Parsifal, évidemment. Parsifal, où on va trouver une harmonie qui est complètement tonale, mais qui va avoir des ressorts un petit peu différents. Et tout ça prend son origine là-dedans. C'est pour ça que c'est très intéressant de montrer un fil continu et de montrer, d'amener une compréhension peut-être, ça peut paraître prétentieux ce que je dis, hein. Bon, je le dis quand même, une compréhension un peu plus profonde de l'histoire de la musique. Parce que souvent, je reproche un peu à l'histoire de la musique en général de ne pas rentrer dans les textes. Bon, c'est déjà très bien ce que certains font, bien sûr, loin de moi l'idée de critiquer. Je critique certaines choses, bien sûr, hein, mais pas tout. Mais des fois, on en parle de manière un peu vague. Je préfère, si cours d'histoire de la musique, ce qui n'est pas mon projet à la base, mais des allusions à l'histoire de la musique, c'est de les asseoir, ces observations, sur des aspects extrêmement concrets et techniques qu'on puisse vérifier à l'oreille, à l'écrit, etc. Sinon, parler comme ça, en général, c'est un peu frustrant. Je préfère qu'on rentre un peu dans le métier de l'écriture, hein, plutôt que de parler d'impressions vagues. Voilà. Wagner c'est comme si, Bach c'est comme ça. Oui, mais il y a des ressorts précis avec des notes de musique, des dièses, des bémols, des altérations, etc. Voilà, ce sera tout pour ce premier aperçu sur Monteverdi, et je développerai donc après Corelli et Corelli et Pergolèse. Voilà.